Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Dins, l'auteur de la saga Gaiala, et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Vous pouvez trouver mon livre en vente sur Amazon, mais vous pouvez aussi m'écrire en message privé sur les plateformes telles que Facebook, Instagram et TikTok. Avec chaque exemplaire que vous me commanderez personnellement, vous aurez une carte plastifiée, un marque-page, ainsi qu'une petite dédicace. Et tout de suite, on lance ce nouveau podcast. On ne peut pas parler des auteurs incontournables sans passer par ce poète, écrivain français, Victor Hugo. Il existe des écrivains que l'on lit, et puis il existe des écrivains que l'on traverse. Non pas comme on traverse un livre, mais comme on traverse un paysage, une époque, parfois même une conscience, tant leur œuvre semble moins destinée à rencontrer une histoire qu'à absorber, contenir, organiser le chaos du monde dans une forme intelligible, lisible, transmissible. Et Victor Hugo appartient sans discussion possible à cette seconde catégorie, celle des auteurs dont la voix déborde largement le cadre de la littérature pour devenir une force morale, politique et presque métaphysique. Car de Victor Hugo, ce n'est jamais simplement parler d'un écrivain français du XIXe siècle, mais évoquer un homme qui a fait de l'écriture un lieu de confrontation permanente entre l'individu et l'histoire, entre la souffrance intime et la misère collective, entre la beauté du verbe et la brutalité du réel. Victor Hugo naît dans un monde déjà fracturé, non seulement politiquement mais intimement aussi, car son père, général de l'Empire, incarne l'ordre militaire, le déplacement, la conquête et une certaine idée de la grandeur napoléonienne, tandis que sa mère, profondément royaliste, défend une vision presque opposée de la société, fondée sur la tradition, l'autorité morale et la stabilité, exposant très tôt l'enfant à deux récits du monde incompatibles, irréconciliables, mais cohabitant pourtant sous un même toit. De cette tension fondatrice naît une intelligence du conflit, une compréhension précoce du fait que le réel ne se donne jamais sous une forme simple, que toute vérité est traversée par des forces contraires, et que l'écriture, si elle veut être honnête, on ne peut se contenter d'un seul point de vue, d'une seule morale, d'un seul angle. Hugo ne cherchera jamais la simplicité, il cherchera la totalité. On a souvent caricaturé Victor Hugo comme un écrivain excessif, débordant, parfois incontrôlable, alors que son œuvre est au contraire le produit d'une discipline presque ascétique, d'une organisation rigoureuse de la création, où chaque débordement est contenu par une volonté extrêmement ferme, par une conscience aiguë du travail, de l'effort et de la nécessité d'écrire non pas quand l'inspiration le décide, mais quand le devoir intérieur l'exige. Hugo écrit tous les jours, à heure fixe, avec une méthode qui confine parfois à l'obsession, s'imposant des contraintes physiques et matérielles pour ne laisser à son esprit aucune échappatoire possible, convaincu que la création véritable n'est pas une illumination passagère, mais un engagement total du corps, du temps et de la pensée. Ce n'est donc pas un écrivain qui déborde parce qu'il ne sait pas se contenir, mais parce qu'il choisit de tout dire, de tout embrasser, de ne rien laisser hors champ. Lorsque Victor Hugo écrit un roman, il ne cherche jamais à produire un récit resserré, efficace, purement narratif, car son ambition est ailleurs. Il veut que le roman devienne un monde à part entière, doté de ses lois, de sa mémoire, de sa profondeur historique et de sa charge morale, capable d'englober à la fois des destins individuels et des mécanismes sociaux invisibles.
Dans Les Misérables, chaque digression apparente, qu'il s'agisse de la description d'un égout, d'une bataille oubliée ou d'un système pénal, participe en réalité d'un même projet. Démontrer que la misère humaine n'est pas un accident isolé, mais le produit d'une organisation sociale, politique et morale défiante. Jean Valjean n'est pas seulement un ancien forçat, il est la question vivante de la rédemption possible dans un monde qui punit plus qu'il ne comprend, tandis que Javert incarne cette loi absolue, rigide, incapable d'intégrer la complexité humaine et qui finit logiquement par se briser contre elle-même. Avec Notre-Dame de Paris, Hugo accomplit un geste fondamental. Il transforme le roman en acte de sauvegarde, comprenant que pour protéger une œuvre, un lieu, un patrimoine menacé, il faut d'abord lui donner une âme, une voix, une incarnation capable de toucher l'imaginaire collectif plus efficacement que n'importe quel discours politique ou administratif. Quasimodo n'est pas un monstre par accident, mais par regard social. Et c'est précisément parce qu'il est rejeté, déformé, incompris, qu'il devient le gardien silencieux de la cathédrale. Son cœur battant, son humanité dissimulée derrière la pierre, exactement comme les marginaux que la société préfère ne pas voir, mais sans laquelle elle ne tiendrait pas. La mort de Léopoldine marque une rupture définitive dans l'écriture de Victor Hugo. Car pour la première fois, sa puissance verbale, sa maîtrise du langage et son autorité intellectuelle se révèlent insuffisantes face à l'absence, au vide, à l'injustice radicale de la perte. Dans les Contemplations, Hugo n'écrit plus pour expliquer le monde, mais pour tenter de continuer à y vivre, cherchant dans la poésie non pas une consolation facile, mais une forme de dialogue impossible avec les morts, avec les dieux, avec l'invisible, acceptant enfin que certaines questions n'aient pas de réponse, seulement des mots pour les approcher. L'exil n'est pas pour Hugo une parenthèse douloureuse, mais une position morale, un refus clair et assumé de toute compromission avec un pouvoir qu'il juge illégitime, injustice et dangereux, préférant l'isolement, la distance et la solitude à la tranquillité offerte par le silence. Depuis Guernesey, il écrit non pas dans la nostalgie, mais dans la surveillance constante du monde, transformant l'écriture en vigie, en conscience éveillée, en voix qui persiste quand d'autres se taisent, convaincus que la littérature n'a de sens que si elle accepte de déranger. Victor Hugo n'est pas un auteur confortable, ni un écrivain de consensus, car il exige de son lecteur une implication, une prise de position, une confrontation avec des questions qui dépassent largement le cadre du livre. Et c'est précisément pour cette raison qu'il demeure profondément contemporain. Lire Hugo ou l'écouter, ce n'est jamais se poser dans une admiration passive, mais accepter d'être déplacé, interrogé, parfois même mis en accusation par une œuvre qui refuse le silence et qui, encore aujourd'hui, continue de nous regarder droit dans les yeux. Alors entrons maintenant dans une autre strate de l'œuvre, tout aussi révélatrice, peut-être même plus troublante encore, parce qu'elle montre à quel point Victor Hugo ne cesse jamais vraiment d'écrire, même après sa mort, même lorsqu'il n'est plus celui qui tient la plume, mais celui dont la pensée continue de circuler, de se transformer, de se réincarner à travers les écrans, les scènes, les corps et bien entendu les voix. Ce qui frappe immédiatement lorsqu'on observe les innombrables adaptations télévisuelles, cinématographiques et musicales de l'œuvre hugolienne,
c'est leur récurrence obstinée, leur retour cyclique, presque obsessionnel, comme si chaque époque éprouvait le besoin de mesurer à nouveau ses écrits. Non pour les répéter fidèlement, mais pour y chercher des réponses à ses propres fractures morales, sociales et politiques. Hugo n'est pas adapté parce qu'il est célèbre, il est adapté parce qu'il est structurellement adaptable, parce que ses œuvres reposent sur des archétypes humains d'une puissance telle qu'ils survivent au chargement des médiums, de langage et de siècles. Le cinéma, par nature, entre en tension avec Hugo, car là où le roman hugolien déploie, digresse, argumente et englobe, le film doit choisir, trancher, condenser, parfois mutiler, et c'est précisément dans cette contrainte que se révèle la force de ses écrits, capables de suivre à la réduction sans perdre leur charge symbolique et fondamentale. Les multiples adaptations de Les Misérables au cinéma montrent bien ce paradoxe. Aucun film ne peut contenir la totalité du roman, et pourtant presque tous parviennent à transmettre l'essentiel, à savoir cette confrontation brutale entre la misère sociale et la rigidité morale, entre la possibilité de la rédemption individuelle et l'humanité d'un système qui broie. Jean Valjean devient alors une figure universelle, immédiatement lisible, même débarrassé de ses longues méditations philosophiques, tandis que Javert conserve à l'écran cette rigidité tragique qui fait de lui moins un antagoniste qu'un homme piégé dans sa propre conception du bien. Avec Notre-Dame de Paris, le passage à l'image est presque naturel, tant le roman est déjà visuel, sculptural, vertical, organisé autour de la pierre, des hauteurs, des ombres et des corps en déséquilibre. Et le cinéma trouve dans cette œuvre un terrain d'expression privilégié où la cathédrale cesse d'être un décor pour devenir un personnage à part entière. Quasimodo au cinéma est toujours un défi. Trop monstrueux, il devient caricatural, trop humain, il perd sa fonction symbolique. Et chaque adaptation révèle en creux la manière dont une époque regarde la différence, la marginalité et la monstruosité sociale, faisant de ces films des miroirs moraux bien plus que de simples transpositions fidèles. La télévision et plus récemment les séries offrent à Hugo un espace presque idéal car elles permettent de retrouver cette temporalité étendue, cette respiration narrative indispensable à ses œuvres, où les personnages ont besoin de temps pour se transformer, pour échouer, pour recommencer, pour porter le poids de leur choix. Les adaptations télévisées des Misérables réintroduisent souvent ce que le cinéma sacrifie. La lenteur, la nuance, la complexité morale, la fatigue du monde, et surtout cette idée essentielle que le mal et le bien ne sont jamais des catégories fixes, mais des trajectoires humaines fragiles, réversibles et douloureuses. Mais c'est peut-être dans la comédie musicale que s'opère la transformation la plus fascinante, car adapter Hugo en musique, c'est accepter de faire passer sa pensée non plus par la démonstration, mais par l'émotion directe, par la voix, par le souffle, par la répétition mélodique qui grave les idées dans la mémoire collective. La comédie musicale Les Misérables en est l'exemple le plus frappant. En simplifiant la trame, en réduisant les personnages à leur ligne de force émotionnelle, elle parvient paradoxalement à diffuser l'essence hugolienne à une échelle mondiale, touchant des publics qui n'auraient peut-être jamais ouvert le roman, mais qui en reçoivent pourtant le message fondamental, celui de la dignité humaine face à l'oppression. De la même manière, Notre-Dame de Paris transforme la tragédie en chant collectif, où la fatalité devient un refrain, où la marginalité devient voix, et où l'amour impossible trouve dans la musique une intensité que le texte seul suggérait. Ce que révèlent toutes ces adaptations, c'est que Victor Hugo n'appartient pas seulement à la littérature, mais à une mémoire culturelle globale,
capable de circuler d'un médium à l'autre sans se dissoudre. Précisément parce que son œuvre ne repose pas sur des faits de style superficiel, mais sur des structures morales profondes, des conflits humains fondamentaux et une vision du monde toujours douloureusement actuelle. Hugo est ainsi devenu un auteur paradoxalement posthume et actif, continuellement réinterprété, remodelé, parfois trahi, mais jamais épuisé, et chaque adaptation, qu'elle soit fidèle ou infidèle, réussie ou même discutable, confirme une chose essentielle. Son écriture, née au XIXe siècle, continue de chercher des corps pour parler aux nôtres. Victor Hugo n'a jamais écrit pour être compris facilement, ni pour être aimé sans réserve, mais pour que le monde, avec ses injustices, ses douleurs et ses espoirs fragiles, puisse être tenu, ne serait-ce qu'un instant, dans la forme exigeante d'un texte, d'une voix ou d'un chant. Et si ces œuvres continuent aujourd'hui de circuler, de se transformer et de revenir vers nous, c'est peut-être parce qu'elles nous rappellent une chose essentielle. Tant que les mots osent regarder le réel en face, eh bien, la littérature n'a pas fini de nous parler. C'était Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et je vous dis à très vite.